Le président russe Poutine a retardé encore et encore un cessez-le-feu avec l'Ukraine. Pourquoi ? Il y a un sombre secret que le leader russe ne veut que personne ne sache. Un cessez-le-feu en Ukraine fera s'effondrer Moscou de l'intérieur. Et ce n'est pas parce que l'économie russe s'effondrera, malgré l'ampleur du problème. Le problème de Poutine est que des centaines de milliers de soldats qui reviennent en Russie entraîneront des épidémies de criminalité, d'abus de substances, de chômage et de violences domestiques qui menaceront le tissu même de la société russe. Tout commence avec le drame du cessez-le-feu. Le 11 mars, le président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont publié une déclaration conjointe à la suite de leur rencontre en Arabie Saoudite. Les deux sont parvenus à un accord sur un cessez-le-feu. L'Ukraine et la Russie déposeraient leurs armes pendant 30 jours pour permettre de nouvelles négociations de paix. L'accord serait global. Plus d'attaques terrestres, plus de frappes aériennes, plus de batailles dans la mer Noire. La guerre s'arrêterait essentiellement pendant un mois entier. La balle a été placée carrément dans le camp de Poutine, et la réponse du président russe n'a pas été surprenante. Il a dit non à la proposition de cessez-le-feu initiale, affirmant qu'il avait beaucoup de questions qui devaient être répondues, avant qu'il accepte que la Russie dépose les armes. S'ensuivirent plusieurs semaines de drames liés au cessez-le-feu. Environ une semaine après que les États-Unis et l'Ukraine sont parvenus à leur accord, Poutine a parlé à Trump au téléphone. Il a promis un cessez-le-feu immédiat de l'infrastructure énergétique, accepté par l'Ukraine. Puis la Russie a attaqué l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. Quelques heures seulement après cet appel, l'Ukraine a répondu de la même manière, et le statut de ce cessez-le-feu limité est maintenant en suspens. En ce moment, Poutine et Trump vont et viennent sur un cessez-le-feu dans la mer Noire. Une fois de plus, le leader russe joue dur. Cable News Network rapporte qu'il a dit à Trump que la Russie n'accepterait un cessez-le-feu en mer Noire que si les sanctions imposées contre la Russie pour avoir envahi l'Ukraine étaient levées. Actuellement, l'économie de la Russie craque sous le poids de 24 311 sanctions, dont 7 384 sont imposées par les États-Unis. Fait intéressant. Le 26 mars a apporté la nouvelle que la Russie et l'Ukraine avaient toutes deux accepté un cessez-le-feu limité dans la voie navigable contestée. Il semble que la Russie ait réussi à lever ces sanctions. Cependant, elle a reçu un accord des États-Unis pour l'aider à obtenir des engrais et d'autres produits agricoles, pour aider son industrie agricole en difficulté. Les États-Unis aideront également l'Ukraine à faciliter le retour des prisonniers de guerre et des détenus civils. En plus de superviser la réunification d'au moins certains des 700 000 enfants que la Russie aurait arrachés à l'Ukraine depuis l'invasion de Poutine. Cependant, ce n'est pas un cessez-le-feu complet. Et si les promesses non tenues de Poutine concernant l'infrastructure énergétique sont une indication, ni l'Ukraine ni les États-Unis ne peuvent faire confiance à Poutine pour tenir parole. À propos du cessez-le-feu récemment négocié en mer Noire, il y a de fortes chances que nous assistions à davantage d'attaques russes en mer Noire dans les prochains jours. Et la raison en est simple. Malgré tout ce qu'il dit sur son désir d'arranger un cessez-le-feu, la réalité est que Poutine ne veut pas mettre fin à la guerre en Ukraine. Il négocie, il retarde, et tout cela au service du maintien de la guerre qu'il a commencé aussi longtemps que humainement possible. Après tout, au cours des 3 dernières années, la Russie a subi des pertes catastrophiques contre l'Ukraine. Selon le ministère des Finances de l'Ukraine, l'invasion de Poutine a coûté à son pays plus de 907 000 soldats perdus à cause de la mort, des blessures ou de la capture. La Russie a perdu plus de 10 000 chars, plus de 21 600 véhicules de combat blindés et bien plus d'équipements. Tout cela en échange du contrôle de seulement 20% du territoire ukrainien. Sûrement qu'un cessez-le-feu donnerait à Poutine une chance de se regrouper et de se préparer pour une nouvelle attaque. Ramènera-t-il enfin ses soldats en Russie ? C'est possible, mais c'est le fait de ramener les soldats en Russie qui pose problème pour Poutine. Il retarde et négocie autant à propos d'un cessez-le-feu, parce qu'il sait que le retour de centaines de milliers de soldats dans son pays détruira la Russie. Comment exactement une fin de la guerre en Ukraine, temporaire ou autre, pourrait-elle décimer la Russie ? La réponse se trouve dans un rapport du 17 mars publié par Medusa. Il fait référence à un compte de médias sociaux Telegram nommé Farideli, qui affirme que les discussions sur un accord de cessez-le-feu sont au point mort, parce que Poutine sait ce qui arrive. Si les soldats russes rentrent chez eux, les défis domestiques seront nombreux. Les soldats aux prises avec le trouble de stress post-traumatique, ou trouble de stress post-traumatique, rentreront dans un pays qui ne leur offre aucun emploi et très peu de soulagement des symptômes associés à leurs conditions.
la criminalité et l'abus de substances exploseront. Au milieu de tout cela, Poutine devra gérer l'afflux de centaines de milliers de soldats ayant des tendances violentes. Et nulle part où déchaîner leur agression, sauf contre leur propre peuple. D'énormes problèmes domestiques sont en route vers la Russie. Selon Medusa, ces problèmes peuvent être divisés en 4 principales catégories, à commencer par une augmentation de l'abus de drogue et d'alcool. De nombreux soldats de retour risquent de se tourner vers l'alcool ou les drogues pour gérer leur traumatisme physique et émotionnel. La première année après la guerre verra une forte consommation d'alcool. Selon une source anonyme du ministère du Travail de Russie, il y a déjà des signes que cela devient un problème, selon le rapport de Medusa. Par exemple, les vétérans qui rentrent en Russie du front, en raison de blessures ou de membres perdus, ont du mal à se réintégrer dans la vie civile. Ils ont commencé à boire beaucoup pour faire face au stress et à la douleur causée par ce qu'ils considèrent comme l'abandon de leur propre société et les problèmes auxquels ils sont confrontés. La vérité est que la consommation d'alcool a toujours été un problème pour la Russie, à la fois au sein et en dehors de son armée. Pendant l'été de 2023, de nombreux rapports ont émergé indiquant que les troupes russes faisaient tout ce qu'elles pouvaient pour atténuer les horreurs de leurs expériences dans la guerre en Ukraine. Radio Free Europe rapporte que l'armée russe était déjà en proie à une crise de dépendance en juin 2023. Et le ministère de la Défense russe était sous pression à cause du poids du problème. Le média cite un médecin russe de la région de Rostov disant « Le ministère de la Défense a tout un département pour la réhabilitation psychologique, mais aucun travail réel pour le traitement à grande échelle du trouble de stress post-traumatique n'est effectué. Mais quand une personne est confrontée aux horreurs et à la saleté de la guerre, aux membres arrachés, aux blessures béantes et à la mort, beaucoup d'entre eux essaieront de les étouffer en buvant des drogues, sinon ils deviendraient simplement fous. » Radio Free Europe souligne que la méphédrone, qui est une amphétamine synthétique appelée sel en Russie, devient déjà un énorme problème. Environ 50% des patients admis dans les cliniques d'État pour dépendance utilisent la drogue, et elle fait déjà son chemin dans l'armée russe. Les affaires liées à la drogue passant par les tribunaux militaires russes étaient déjà en augmentation. En 2023, avec 3 condamnations en mars de cette année-là seulement. Pour donner un contexte, à la fois 2021 et 2022 n'ont vu que 3 condamnations sur toute l'année, avec 2020 ayant une condamnation liée à la drogue. Boire est tout autant un problème. Dans un article de 2023, The Hill souligne que l'abus d'alcool est rampant dans la société russe, avec ses tentacules s'étendant pour engloutir les politiciens seniors. Poutine prétend ne pas boire, mais selon The Hill, les responsables du Kremlin ont intensifié leur consommation. De la recherche de réconfort dans un verre de vodka à la consommation d'une bouteille entière pendant leurs heures de travail. Et ce ne sont que les personnes qui prennent les décisions tout en essayant de survivre dans le régime autoritaire de Poutine. Les problèmes d'alcoolisme sont beaucoup plus profonds dans l'armée russe. Ces problèmes ont commencé dès l'instant où les forces de Poutine ont envahi, dit The Hill. L'ivresse parmi les soldats de rang était courante, ce qui a conduit la Russie à imposer une interdiction sur toutes les ventes d'alcool dans de nombreux territoires occupés de l'Ukraine. Cela semble avoir seulement augmenté l'utilisation de drogues non alcoolisées, comme le sel précédemment mentionné, l'héroïne, le cannabis et d'autres opiacés. En Russie, le trafic de drogue est le 2e crime le plus fréquent après le vol. Les toxicomanes voleront souvent pour obtenir de l'argent afin d'acheter leur drogue, créant ainsi un cercle vicieux. Cela ne fera qu'empirer si un cessez-le-feu est annoncé, et que des milliers de soldats russes déjà accros reviennent chez eux. En janvier 2024, le Moscow Times a rapporté que la dépendance à l'alcool a augmenté en Russie pour la première fois en plus d'une décennie. Entre 2010 et 2021, les chiffres avaient été en baisse, voyant une chute dans le premier diagnostic de troubles de l'usage de l'alcool, passant de 153 900 à 53 300. Mais en 2022, le nombre de diagnostics était de 54 200. Ce n'est pas une augmentation massive, mais cela établit une tendance inquiétante. La Russie a tenté de prétendre que les perturbations dues au Covid-19 étaient la cause du problème. Mais les chiffres continuèrent de baisser au plus fort de cette pandémie, et ils n'ont écrit à nouveau que l'année où Poutine a choisi d'envahir l'Ukraine. Ces chiffres vont exploser avec le retour en Russie des soldats dépendants à l'alcool et aux drogues. La fondation Jamestown propose ses propres statistiques. Elle indique que la consommation d'alcool en Russie a augmenté à 2,3 milliards de litres en 2023. On n'a pas vu ce genre de chiffres depuis la fin de l'ère soviétique, lorsque l'empire russe s'effondrait.
Cette augmentation des problèmes de dépendance a un impact sur la deuxième raison pour laquelle la Russie s'effondrera si Poutine accepte un cessez-le-feu. La criminalité galopante. Plusieurs facteurs sont en jeu. Comme le souligne la fondation Jamestown, l'augmentation de la consommation d'alcool en Russie en 2023 semble correspondre à une hausse similaire de la criminalité violente. La Russie a enregistré plus de 589 000 crimes violents en 2023, ce qui est le chiffre le plus élevé jamais enregistré depuis 2011. La fondation cite Interfax affirmant que le Kremlin attribue ces actes violents aux crimes commis par des formations ukrainiennes sur le territoire russe. Notez cependant que cette affirmation a été faite plus d'1 an avant que l'Ukraine n'entre réellement sur le territoire russe via son invasion de Koursk. Medusa souligne le véritable problème ici. Les soldats qui reviennent en Russie sont parmi les citoyens ordinaires les mieux payés du pays. La Russie dépense actuellement environ 8% de son budget fédéral en salaire militaire, les soldats recevant désormais une solde de combat mensuelle d'environ 200 000 roubles par mois. Cela équivaut à entre 2 000 et 3 000 par mois, ce qui place les soldats parmi les 15% des salariés les mieux payés du pays. Poutine attire facilement des volontaires dans son armée en leur offrant des roubles, une tentation irrésistible pour beaucoup. Le problème est que ces soldats bien payés sont peu enclins à accepter des emplois réguliers moins lucratifs à leur retour en Russie, et en l'absence de l'afflux d'argent qui provenait de leur service militaire. Beaucoup de ces soldats, qui sont déjà habitués à utiliser la violence pour obtenir ce qu'ils veulent, se tourneront vers le crime. Et leur qualité de vie diminuera, dit Méduse. Cela peut les conduire à contracter des prêts en masse, qu'ils auront du mal à rembourser en raison des taux d'intérêt astronomiques en Russie. Il est tout à fait logique que certains des soldats de retour en Russie se tournent vers le crime pour mettre de la nourriture sur la table et, dans certains cas, de la drogue et de l'alcool dans leur système. Ce problème est exacerbé par un autre. Beaucoup des soldats de Poutine sont déjà des criminels. En octobre 2024, Poutine a signé une loi qui permet aux prévenus pénaux qui sont en procès ou qui font appel d'une condamnation précédente d'éviter les poursuites. En rejoignant l'armée russe, ils échangent essentiellement du temps de prison contre du service militaire, dans ce qui ne peut être vu que comme un geste désespéré de Poutine pour soutenir ses forces affaiblies. Les plans initiaux de la Russie étaient de recruter 24 000 de ces criminels, bien qu'une source militaire de défense russe ait affirmé que le nombre serait probablement plus proche de 60 000. Ils se trompèrent tous les deux. En janvier 2025, le Kyiv indépendante rapportait que la Russie avait déjà intégré jusqu'à 180 000 condamnés dans son armée, ce qui représente environ la moitié des 300 000 à 350 000 prisonniers dans les prisons du pays, d'ici la fin de 2024. Nous risquons de voir davantage de criminels être recrutés. Le Moscow Times a rapporté que le nombre d'individus s'engageant dans l'armée russe a chuté de 5 fois depuis. Mi-2024, passant de 200 à 250 par jour, à cette époque à seulement 40 par jour en février 2025. C'est malgré les salaires massifs et la prime à la signature de 19 000 $ offerte aux recrues. Pensez à ce que tout cela signifie pour la Russie. Si un cessez-le-feu est mis en place, le pays pourrait devoir faire face à des soldats auparavant non criminels, qui se tournent vers la violence en raison du faible salaire à la maison, de l'addiction, et peut-être de l'impact du trouble de stress post-traumatique. Il pourrait également avoir près de 190 000 anciens criminels, peut-être plus si la guerre se prolonge, qui rentrent chez eux, qui sont libres de commettre plus de crimes parce qu'ils ont échangé leur peine de prison contre le temps qu'ils ont servi dans l'armée. Poutine espère probablement que la plupart de ces criminels finiront morts sur le champ de bataille ukrainien. Mais la réalité est que la Russie fait face à une augmentation massive de la criminalité dès que ses soldats reviennent. Cela nous amène au troisième problème de Poutine. Même si ces soldats de retour sont prêts à accepter des salaires beaucoup plus bas lorsqu'ils rentrent chez eux, ils peuvent ne pas avoir beaucoup d'options de travail du tout. Poutine a déjà essayé d'atténuer ce problème, au moins dans certaines régions. La loi impose maintenant aux employeurs de réserver des postes pour certains soldats russes qui ont quitté leur travail pour s'engager dans l'armée. Cette loi causera des problèmes, selon Medusa, car certains des anciens combattants russes pourraient devenir des employés problématiques en raison de problèmes tels que l'abus de drogue et la criminalité. Le meilleur scénario serait qu'ils soient rémunérés pour rester éloignés du travail, selon une source anonyme du ministère russe de la Défense. Mais le problème est à bien plus profond que cela. Le taux de chômage en Russie est en constante baisse depuis novembre 2020. Ce mois-là, il était un peu plus de 6%. 4 ans plus tard, le taux de chômage en Russie, selon Moscou, est un minuscule 2,3%.
C'est une bonne nouvelle pour l'économie russe en apparence, la majorité de la population ayant plus d'argent à dépenser en biens et services. Le problème se pose lorsque des centaines de milliers de soldats reviennent en Russie une fois la guerre en Ukraine terminée. Certains d'entre eux peuvent retourner à leurs anciens emplois, mais il y aura des milliers d'autres qui découvriront que le faible taux de chômage en Russie signifie qu'il n'y a pratiquement pas d'emplois disponibles. Cela devient déjà un problème pendant que la guerre est en cours. Le 24 mars, le Kyiv indépendant a y rapporté que le marché du travail russe s'est tellement refroidi en 2025 que le nombre total de postes vacants dans le pays a chuté de 15% au début de l'année. Le nombre total de postes vacants a chuté à 2,3 millions, avec des baisses dans tous les secteurs. Le nombre de postes de comptabilité disponibles a chuté de 13,3% en janvier et février 2025 par rapport à la même période en 2024. La disponibilité des emplois de caissiers a chuté de 9,1%, les spécialistes ressources humaines ayant constaté une 9,6% des opportunités d'emploi. C'est encore pire dans le secteur de la logistique en Russie, qui a connu des baisses de 25%. Ce sont tous des signes que les employeurs russes réduisent leurs embauches alors que le pays craque sous la contrainte économique que l'invasion de Poutine lui a imposée. Malgré les affirmations du dirigeant russe sur la disponibilité d'emplois dans l'industrie de la défense, cela ne suffira pas. Des centaines de milliers de soldats russes pourraient revenir dans un pays où ils ne peuvent pas trouver de travail. Selon la fondation Gemstown, sans emploi, ces soldats pourraient se tourner vers la criminalité. Ce qui conduit au quatrième problème soulevé par le rapport de Medusa, une augmentation de la violence domestique. Les épouses, en particulier, seront à haut risque de subir la violence d'hommes atteints de troubles de stress post-traumatique, affirme la chaîne Telegram Fari Daily que Medusa cite. Cette hausse entraînera également une augmentation des grossesses non planifiées, bien loin de l'augmentation régulière des taux de natalité souhaités par la Russie. La violence domestique est déjà un problème des deux côtés de la guerre en Ukraine. En février 2023, The Conversation a rapporté sur un document d'octobre 2022 révélant que 25,9% de ceux qui ont complété une enquête avaient probablement un trouble de stress post-traumatique. Comparez cela aux 3,7% des hommes, et 5,1% des femmes qui souffrent de cette affliction au Royaume-Uni. Et vous pouvez voir la différence qu'une guerre fait. Ce taux élevé de troubles de stress post-traumatique semble correspondre à une augmentation de 8% des incidents de violence domestique et une augmentation de 5% des expériences sexuelles forcées en Ukraine. C'est encore pire en Russie. Avant même l'invasion de l'Ukraine par Poutine, la Russie faisait face à une crise de violence domestique. Rien qu'en 2016, il y a eu 29 470 cas de crimes violents commis contre un conjoint. Bien que ce nombre ait diminué à 14 860 en 2021, c'était l'année avant que la Russie n'envoie des centaines de milliers de ses hommes dans une guerre brutale et meurtrière. Nombreux pourraient revenir avec des troubles de stress post-traumatique, des addictions et une propension à la violence pouvant mener à la criminalité. Cela est une mauvaise nouvelle pour les unités familiales harmonieuses que la Russie souhaite créer. La réalité est que les problèmes de violence domestique en Russie n'ont fait qu'augmenter depuis le début de la guerre en Ukraine. C'est ce qu'affirme Lilia Veshevatova, qui coordonne l'organisation féministe de résistance anti-guerre. Selon elle, la guerre fait croître la violence domestique. Les personnes revenant de zones de guerre sont généralement très traumatisées, tant physiquement que psychologiquement. Cela entraîne une hausse des crimes envers les femmes et les enfants dans la famille. Le Barents Observer pointe des exemples isolés qui se sont déjà produits. En avril 2023, un sergent-chef de 44 ans de l'armée russe a poignardé sa femme à mort alors qu'il était en congé. En août de la même année, un homme à Mourmansk a frappé une femme au visage après lui avoir demandé si elle soutenait l'opération militaire spéciale. Les femmes ne sont même pas protégées avant la guerre, dit Natalia Baranova, également une résistance féministe anti-guerre. Les femmes sont désormais les plus vulnérables et à risque. La violence sociale est en hausse et va continuer d'augmenter. Tous ceux qui reviennent de la guerre reviennent avec une psyché mutilée, avec un trouble de stress post-traumatique. Des risques d'agression existent partout, aussi bien à domicile que dans les rues. Ajoutez une augmentation de la violence domestique aux autres problèmes sociaux croissants, et vous obtenez une recette pour l'effondrement de la société russe. Si Poutine accepte une forme de paix en Ukraine, c'est pourquoi il ne le fera pas. Et même s'il le faisait, ce n'est pas comme si Poutine reconnaîtrait jamais l'impact de son invasion sur son propre peuple. Les vétérans de la guerre de Poutine pourraient finalement se retrouver à la dérive, tout comme ceux qui sont revenus de la campagne de la Russie contre l'Afghanistan dans les années 90.
La Russie a également une pénurie critique de spécialistes en réadaptation professionnelle et de conseillers d'orientation qui peuvent aider les soldats de retour avec leurs problèmes de violence, de troubles de stress post-traumatique, de dépendance et d'emploi. L'infrastructure n'est pas là, Poutine ne va pas la construire, et tout cela se résume à un problème générationnel qui pourrait déchirer le tissu de la société russe. Mais que pensez-vous qu'il se passera si Poutine signe un cessez-le-feu et que les soldats russes commencent à rentrer chez eux ? La situation sera-t-elle aussi terrible que le suggèrent ces rapports ? Y a-t-il un espoir que Poutine mette réellement fin à la guerre en Ukraine ? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires, et veuillez vous abonner à The Military Show pour plus de commentaires sur l'impact de la guerre en Ukraine sur la Russie. Nous sommes une source indépendante d'informations et de nouvelles concernant les conflits à travers le monde, et nous apprécions grandement votre soutien.